Donc bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais reprendre la partie du cours où on s'est arrêté la dernière fois. Donc on s'est arrêté sur l'analyse bivariée. Donc une distribution bivariée ou une distribution à deux dimensions, ça veut dire que vous avez deux paramètres à étudier. Généralement, quand vous avez plusieurs paramètres à étudier, vous allez tout d'abord faire une analyse univariée pour chaque paramètre tout seul. Donc, pour chaque paramètre, vous allez déterminer les paramètres statistiques, donc, comme la moyenne, l'écart type, la variance, etc. Vous allez pouvoir conclure des, 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 des informations sur chaque paramètre tout seul, mais vous pouvez y aller plus loin en étudiant les relations entre deux paramètres. Donc, quand vous avez plusieurs paramètres, vous allez faire des analyses, des comparaisons 2 à 2. Alors, donc, quand vous comparez deux séries de paramètres, la relation entre deux séries, vous étudiez la relation entre deux séries de paramètres, vous êtes dans l'analyse bivariée. Donc, l'objectif de cette analyse, c'est de mettre en évidence les relations qui existent entre deux séries d'observations. Et donc, la représentation, généralement la représentation, quand vous avez deux séries de données, vous voulez représenter un en fonction de l'autre, la représentation la plus appropriée, c'est la représentation en nuage de points. Alors là, c'est quand le cas de paramètres quantitatifs, quand il y a des variables qualitatives, donc on s'arrête sur le tableau de contingence, un tableau qui regroupe la plupart des observations. Là, par exemple, quand vous avez six dégustateurs qui ont goûté 4 échantillons de sauce de tomate, donc les sujets, ce sont les dégustateurs qui ont goûté aux produits, 4 produits. Là, vous avez deux paramètres. Le paramètre humain, les sujets, les gens qui ont... là, il y a une petite erreur, je vais la corriger rapidement. Hop, pardon. 7 dégustateurs, 7 sujets. Et on a 4 produits. Donc, ce tableau résumé, là, on peut s'arrêter. Donc, on ne peut pas faire grand-chose pour les tuer entre deux variables qualitatives. Alors, reprenons. Donc, un exemple de variable quantitative. Là, par exemple, viscosité, température d'un produit. Donc, y a-t-il une relation entre la viscosité et la température? Oui, bien sûr. Là, par exemple, pour ce produit, plus la température est élevée, plus on voit que la viscosité augmente. Donc, il y a une relation proportionnelle d'augmentation de viscosité en fonction de la température. Donc, pour cette relation, c'est un peu lisible via le graphique. Mais comment estimer cette relation? Quels paramètres nous allons utiliser pour pouvoir quantifier cette relation? Alors, donc il y a les relations extrêmes. Il y a une relation vraiment linéaire entre x et y, ici à droite. Vous avez une relation parfaite entre x et y, une relation linéaire. Donc, on a vraiment une proportionnalité de x en fonction de y et de y en fonction de x. Et à gauche, on a un nuage de points qui n'a pas de forme. Donc là, comme la variation de x n'engendre aucun changement sur y, on peut dire que x et y sont indépendants. Donc, le but de cette partie est de mesurer cette liaison. Et comment elle est cette liaison? Alors, là, je vais passer cette partie. Hop, hop, je pense que je ne l'ai pas mis en cours. Là, juste que j'ai ici, pour les paramètres
pour chaque variable x, y, vous avez la moyenne de x, la moyenne de y, et vous avez le centre de gravité, c'est le x bar, y bar. Là, pardon, je vais juste faire une petite correction. Alors, comme j'ai dit ici, pour le paramètre x et le paramètre y, vous avez les paramètres de position. La moyenne, c'est un paramètre qui permet de situer le centre des données de x, x bar. Le y bar, c'est la moyenne pour pouvoir situer les variables y. Et le centre x, y peut donner ou peut vous indiquer pour le bivarié le centre de gravité, le centre 8 des deux séries. Alors, pour les paramètres de dispersion, pour la variable x, vous avez la variance de x. 1 sur n-1, la somme de la distance entre xi, x bar, la moyenne xi, au carré. Donc, comme on l'a vu dans le chapitre ou bien la partie précédente. Donc, pour la variable y de même, c'est 1 sur n-1, la somme des sommes au carré des carrés yi moins y bar. Et pour le couple xy, on va rajouter une nouvelle formule. C'est 1 sur n-1, la somme de xi moins x bar, yi moins y bar. Donc cette nouvelle formule, ça s'appelle ce qu'on appelle une covariance. Donc, en général, et selon la définition du moment d'entre deux, etc. Donc, c'est pas la peine de voir ça. Donc, c'est la partie que j'ai enlevée de votre partie de cours. Donc, vous avez la covariance, c'est 1 sur n-1, la somme xi moins x bar facteur de yi moins y bar. Et vous avez la variance de x et la variance de y que vous avez déjà que vous connaissez déjà comme formule. Donc la formule de variance. Donc en conséquence, on obtient une matrice de dispersion. Donc ça c'est quand vous avez deux paramètres x, y, on les représente en vertical et en horizontal. Et là, entre x et x, vous avez une variance carré de x. Entre y et y, vous avez une variance carré de y. Et entre x et y, vous avez une covariance x, y, ici. Donc, dans cette matrice en diagonale, normalement, vous avez les variances. Et des deux côtés de la diagonale, vous avez les covariances à un des paramètres. Là, l'exemple de 2 paramètres, vous pouvez avoir l'exemple de 4 paramètres, par exemple x, y, z. Donc, première colonne, première ligne, vous avez la variance x. Première colonne, deuxième ligne, vous avez la covariance x, y. Première colonne, troisième ligne, x, y, z, vous avez la covariance x, z, etc. Alors, si x égale y, vous avez ce qu'on appelle la variance. Si x différent de y, vous avez la covariance. Donc, ça, c'est une matrice qu'on représente après dans le cas d'étude de plusieurs paramètres. Alors, à quoi sert ce paramètre, la covariance? Alors, pour pouvoir bien comprendre cette formule, dans ce graphique, on a divisé le graphique en 4 parties, en 4 zones. Donc en fait, la ligne en rouge qui est verticale représente la moyenne des x. Et la ligne horizontale représente la moyenne des y. Donc en fait, normalement, je dois rajouter ça sur le graphique. Hop. Ici, c'est... Alors, est-ce que j'ai la main pour faire une... Alors, je vais essayer, là, hop. Ça, c'est... Pardon. Je vais juste effacer ça. Alors, je vais essayer. Est-ce que ça s'efface? Non. Boîte. Gomme. Ça, j'ai la gomme. Pardon. Rapidement. Non, alors, là. Ici, vous avez le x bar. Et ici, vous avez le y bar. Là, je parle des
des droites verticales et horizontales. Alors, quand je me situe ici, par exemple, dans la partie 1, vous avez pour chaque point une valeur inférieure à x bar. Le x de ce point-là, il est inférieur à x bar, et il est supérieur à y bar. Dans la partie 2, vous avez des valeurs supérieures à x bar et à y bar. Dans la partie 3, bien la zone 3, vous avez une valeur dans x, y, les coordonnées. X, c'est supérieur à x bar, y, il est inférieur à y bar. Et dans la quatrième partie, vous avez des points où leurs coordonnées, x et y, sont les deux inférieurs à x bar et à y bar. Alors pourquoi ça? Pourquoi ce graphique? Là, donc, on nous dit si vous avez des données qui ont cette forme-là, hop, des formes comme ça. Quand vous avez des données en jaune, là ce que j'ai mis en jaune, quand vous avez des données qui sont comme ça, qui ont une forme comme ça, quand x est positivement proportionnel à y, ça veut dire l'augmentation de x engendre une augmentation de y, dans cette partie-là, vous avez les points qui seront généralement dans la partie 4 et 2. Et comme ici à 4, x est supérieur à x bar, la partie 2, x supérieur à x bar, y supérieur à y bar. Dans la partie 4, x inférieur à x bar, y inférieur à y bar. Si on prend la formule c'est quoi? C'est la somme de x i moins x bar facteur de yi. Pardon, je suis en train d'écrire ça avec pardon, là j'ai foiré. Hop. Je suis en train d'écrire ça avec la souris du PC portable. Donc, alors xi moins x bar, facteur de y moins y bar, donc la somme sur n-1. Donc c'est ça la covariance. Tout ça est divisé par n-1. Mais je suis intéressé par cette formule là, pour pouvoir comprendre l'intérêt du coefficient de covariance. Alors, quand j'ai des points dans la partie 2 et la partie 4, vous avez cette forme, ce produit qui est positif. Parce que quand je suis dans la partie 2, x supérieur à x bar, y supérieur à y bar, donc là, le premier terme il est positif, le deuxième terme il est positif, le produit il est positif. Et quand je suis dans la partie 4, les points qui sont dans la partie 4, vous avez le x inférieur à x bar, y inférieur à y bar. Donc le x moins x bar, il est négatif, le premier terme. Le deuxième terme aussi, il est négatif. Et négatif fois négatif, ça va donner un terme positif. Donc, vous avez ce produit, quand les données sont généralement distribuées dans la partie 2 et 4, quand normalement vous avez une tendance que quand l'augmentation de x engendre une augmentation de y, vous avez ce produit qui est positif et cette somme sera positive. Donc normalement la covariance, le terme, la somme de xi moins x bar facteur de yi moins y bar divisé par n-1, tout ce paramètre sera positif. Et normalement, si vos données sont comme ça, vous aurez l'inverse. Normalement aussi, quand x augmente, y diminue, que vous avez une relation négative, les données vont être généralement les points, vous aurez des points dans les zones 1 et 3. Et dans la zone 1, vous avez un x inférieur à x bar et un y supérieur à y bar. Dans la zone 3, les coordonnées des points sont les x supérieurs à x bar et les y sont inférieurs à y bar. Donc, dans les deux zones, vous avez un produit de terme positif, terme négatif. Donc, puisque, par exemple, dans la zone 1, si je prends un point ici, par exemple, ce point-là, vous avez un x inférieur à x bar et vous avez un y supérieur à y bar. Donc, y supérieur à y bar et x inférieur à x bar. Donc, ça, c'est les coordonnées. Donc, et du coup, le produit sera négatif. Donc, x moins x bar, il est négatif, y moins y bar, il est positif. Donc, x moins x bar facteur de y moins y bar, il est négatif. Donc, dans les zones 1 et 3,
vous avez des produits x moins x bar facteur de y moins y bar qui sont négatifs, et cette somme sera négative. Donc, et le terme de covariance, le paramètre de covariance sera négatif. Alors, donc je vais effacer tout ça, et je vais résumer. Alors, donc, quand vous avez une relation positive entre x, y bar, x bar, x et y, pardon. Alors, quand x augmente, y a une tendance d'augmenter. Dans ce cas, le paramètre de covariance sera positif parce que les points seront orientés et généralement distribués dans les zones 2 et 4. Quand vous avez une relation négative entre x et y, ça veut dire quand x augmente, y va diminuer. Les points seront généralement orientés et répartis dans les zones 1 et 3. Donc, comme ils sont répartis dans les zones 1 et 3, le rapport sera négatif et le terme de covariance x moins x bar facteur de y moins y bar sera négatif et la somme des termes pour avoir le paramètre de covariance sera négatif. Donc, si la covariance, le paramètre covariance il est positif, vous avez une relation positive entre x et y. Quand vous avez une covariance négative, vous avez une relation négative entre x et y. Quand vous avez une covariance nulle, ça veut dire que le terme, la somme des x, y moins x bar, etc., s'annule. Donc, il est généralement, vous n'avez pas de relation entre x et y. Ça veut dire que les points sont répartis d'une manière homogène dans les 4 points. Du coup, vous avez la somme des termes positifs est égale aux sommes de termes négatifs et vous avez un terme, la covariance qui est nulle. Alors, on va reprendre. Donc, pour terminer, le paramètre de covariance, s'il est positif, vous avez une relation positive entre x et y. S'il est négatif, vous avez une relation négative entre x et y. S'il est nul, vous n'avez aucune relation entre x et y. Donc, x et y sont indépendants. Le problème de la covariance, c'est que c'est tout ce qu'on peut faire avec la covariance. On peut voir est-ce qu'elle est positive ou négative, la relation est-ce qu'elle est positive ou négative, et on peut pas voir, on peut pas estimer la qualité de cette relation. Est-ce qu'une relation elle est forte ou pas? Donc, vous obtenez une covariance plus 1000, vous avez une relation positive. Vous obtenez une covariance égale à plus 1, vous avez une relation positive. Donc, c'est tout ça. La valeur de covariance ne peut pas estimer, on ne peut pas dire que vous avez une relation forte ou faible. On peut juste déterminer la nature de cette relation. Donc, vous avez une covariance positive. Quand x augmente, y a une tendance d'augmenter. Et c'est tout. Donc, on ne peut pas voir est-ce qu'il augmente fort ou pas. Est-ce que la relation est linéaire ou presque linéaire ou bien une relation elle est faible, etc. Donc, je répète, le terme de covariance ne permet pas d'estimer la qualité de la relation entre x et y. Il permet d'estimer généralement la tendance, la nature. Est-ce qu'elle est positive ou négative? Et c'est tout. Ça marche? Alors. Non, hop, je passe. Bon. Alors, covariance positive, x, y varie dans le même sens. Donc, quand x augmente, y a tendance d'augmenter. Quand x, y est négative, x, y varie en sens contraire. Quand x augmente, généralement, y va diminuer. Il y a une relation négative. Donc, la covariance entre x et y est égale à la covariance entre x et y et x. La covariance entre x et x, c'est la variance x. Donc, la variance de x plus y est égale à la variance de x plus la variance de y plus 2 covariance x, y
la variance de AX plus BY et Z, c'est A fois la covariance X et Z, plus B fois la covariance Y, Z. Donc, ça c'est juste... Donc, alors, pour pouvoir introduire un autre paramètre, ce qui est en bleu là, c'est une démonstration qui a été démontrée que généralement la valeur absolue de la covariance est inférieure au produit de l'écart type de x fois l'écart type de y. Donc, à partir de cette inégalité qui a été déjà démontrée, on peut déterminer un autre terme qui est le coefficient de corrélation et qui est le plus utilisé, qui est plus cohérent à utiliser parce que la covariance ne permet pas de déterminer la qualité de la relation, alors que le coefficient de corrélation le permet. Alors, donc on détermine ou bien on donne la définition de coefficient de corrélation. En fait, c'est la covariance XY divisée par l'écart type de X fois l'écart type de Y. Et comme on connaît déjà cette relation que la covariance XY est inférieure à SX fois SY, on peut juste après déterminer que normalement, bien, on peut démontrer que le coefficient de corrélation, pardonnez-moi, alors comme je l'ai dit, donc puisque d'après la formule que nous avons ici, ceux qui aiment un petit peu les maths, vous pouvez vous amuser à démontrer cette relation que R est entre moins 1 et 1. Et puisque R est entre moins 1 et 1, là, on peut avec ce coefficient de corrélation, déterminer la qualité de la relation. Si R égale plus 1, on a une corrélation positive parfaite, ça veut dire une relation linéaire parfaite entre X et Y. Si R égale moins 1, on a une relation négative parfaite. Donc, vous avez une droite, mais elle est décroissante. Quand X augmente, Y va diminuer. Et vous avez, quand R égale moins 1, vous avez une relation vraiment parfaite entre x et y. Quand r égale à 0, vous avez les variables x et y qui sont indépendants. Donc, il n'y a pas de relation entre x et y. Alors là, on donne des exemples. Je vais commencer par celui-là. Vous avez un R de moins 0,015, donc une relation proche de 0, et vous remarquez quand x augmente, y n'a pas de forme, donc y il est indépendant de x. Comme x augmente ou bien diminue, y n'a pas d'effet, donc vous avez une distribution vraiment aléatoire de y en fonction de x. Là, vous avez un R de moins 0,89, je pense, ou bien 88, vous avez une relation négative, donc, et presque linéaire. Quand x augmente, y a une tendance de diminuer. Donc, un R de 0,99, vous avez vraiment presque la droite. Un R de 0,636, donc 0,63, et là, vous avez une relation positive, généralement positive. Quand X augmente, Y a une tendance d'augmenter. Alors là, ici, c'est juste un résumé entre la variance X et la variance Y et les coefficients de corrélation pour déterminer. Alors là, c'est un exemple qu'on va essayer de faire sur un tableau Excel. Donc, à la vidéo prochaine.